Bonsoir à tous et bienvenue dans cette dernière soirée de débat électoral sur RMC Première. Ce soir, de face à face de 40 minutes avec les finalistes de l'élection législative. Valérie Jonot, en deuxième partie de soirée, animera le débat de la deuxième circonscription. Louis Mapou, candidat de l'UNI, face à Philippe Gomez, le candidat de Calédonie Ensemble. Mais tout de suite, place au débat de la première, Nouméa et les îles, avec deux invités, nos deux finalistes ce soir, Philippe Dunoyer de Calédonie Ensemble. Pardon, bonsoir. Bonsoir. Et Sonia Baquès, candidate Les Républicains Ensemble dans la France. Bonsoir. Bonsoir. Ce soir, nous allons tenter d'éclaircir ce qui vous sépare, ce qui vous oppose, ce qui va permettre aux électeurs de faire leur choix dimanche prochain. Mais tout de suite, je vous propose de faire le point sur les forces en présence dans cette première circonscription avec Isabelle Braoui. Pas de surprise, dans la première, c'est un duel entre non-indépendantistes qui se joue. D'un côté, Philippe Dunoyer de Calédonie Ensemble, arrivé en tête avec 27,9% des suffrages. De l'autre, 10 points derrière, Sonia Baquès des Républicains Ensemble dans la France. Côté soutien, cet après-midi, la déclaration commune de Philippe Gomez, Pierre Frogier, Gaël Liano et Pascal Vittori est claire. Tous appellent implicitement à voter pour Philippe Dunoyer. Sonia Baquès, de son côté, peut compter sur les ralliements explicites de Philippe Blaise du MRC, d'Alain Descombelles et de Bianca Hénin du Front National. Enfin, Charles Wachetine, ex-candidat de l'UNI, appelle à voter blanc dimanche. Mathématiquement et sur le papier, le rapport de force donne un avantage certain à Philippe Dunoyer. Verdict dimanche. Alors, Premier thème abordé ce soir, ce sera l'avenir institutionnel. Philippe Dunoyer, le tirage au sort, vous a donné la parole en premier. Une question d'actualité, on vient de le voir, avec cette plateforme loyaliste qui a été annoncée cet après-midi. Pourquoi finalement ne pas avoir associé votre adversaire, votre concurrente du soir, et donc ces électeurs non indépendantistes ? Alors écoutez, je dirais d'abord que pour comprendre, expliquer la création de la plateforme, il faut partir du très fort taux d'abstention. Vous le savez, hein, qu'on a constaté notamment dans la première circonscription avec 2 électeurs sur 3 qui ne se sont pas rendus aux urnes dimanche dernier. Un message donc très fort duquel on a dû partir et réfléchir pour voir comment améliorer la perception du message et du projet qui est le nôtre. Le mien, dans cette campagne, est très clair. Il est d'abord nourri d'un dialogue approfondi avec les indépendantistes dans la perspective de préparer le référendum de 2018 et avec la recherche très largement tout ce qui peut nous rassembler, en tout cas sur l'essentiel. Et une méthode qui est toujours le socle de la communauté de destin. Dans la plateforme que vous avez rappelée tout à l'heure, qui vient de se constituer, on retrouve cette même intention d'avoir les formations en présence qui souhaitent mettre, non pas de côté, puisqu'elles existent toujours, des divergences sur différents sujets d'actualité, mais à rappeler qu'il est absolument essentiel que les non-indépendantistes affirment la nécessité de dialoguer vraiment, de manière approfondie et nourrie avant le référendum, première chose. Et deuxième chose, qu'une méthode qui peut d'ailleurs, et qui sera certainement agrémentée de la proposition qui était celle de Bernard Deladrière des États généraux de l'avenir, une consultation populaire aussi. Donc ce sont des proximités, des intentions que l'on retrouvait chez les 4 formations, les 4 personnes que vous avez citées tout à l'heure. Donc c'est la raison pour laquelle, puisque ça n'est pas le projet que porte Mme Baquès, c'est la raison pour laquelle la plateforme s'est faite sans Mme Baquès et en l'occurrence, je le dis aussi, M. Martin, qui dans la deuxième circonscription a pris une position absolument inadmissible en s'engageant délibérément pour faire en sorte qu'un candidat indépendantiste soit élu dimanche prochain dans la deuxième circonscription. Je rappelle la proximité affichée, pas plus tard que hier soir, au meeting de clôture de Mme Baquès. Donc je pense que ces choix se sont faits naturellement. Il y a d'un côté officiellement des chefs de guerre et de l'autre côté des chefs de paix. Sonia Baquès, votre réaction à cette plateforme, si je caricature, ou en tout cas je simplifie un petit peu, qui se traduit par un tout sauf Sonia Baquès dans ce second tour. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, je trouve que c'est quand même profondément méprisant pour les électeurs qui ont choisi de porter leur suffrage sur moi, d'une part, mais d'autre part sur globalement les 17 000 électeurs qui ne sont pas concernés par votre plateforme. Parce que finalement, on se rend compte que si vous faites très vite une plateforme, là, 2 jours avant la fin de cette campagne, c'est finalement pour une répartition de postes. Et je trouve ça regrettable. C'est une tambouille politique qui est vraiment regrettable parce qu'en fait, vraiment, je vous ai proposé d'ailleurs, M. Dunoyer,
hier lors de notre débat sur RRB, que nous puissions nous rassembler très largement. Je crois que nous avons tous intérêt, et M. Dunoyer, si vous me permettez de finir, j'ai dit très clairement, contrairement d'ailleurs à Gaël Yano, que vous avez associé à votre plateforme, que moi je souhaitais discuter avant le référendum et après le référendum. Donc j'ai été très explicite là-dessus. Donc vous n'avez pas souhaité m'associer tout simplement parce que ça ne rentrait pas dans la répartition de postes que vous avez prévue. Et donc je crois que c'est quand même un profond mépris pour les électeurs de les considérer comme ça. En termes de mépris, ça se pose un peu là d'ailleurs comme commentaire, parce que pour le coup, ça veut dire que si l'union que vous prenez est au rendez-vous, c'est une bonne union, une belle union. Par contre, celle qui est aujourd'hui prônée par ces 4 formations, elle est immédiatement méprisée par systématiquement une répartition des postes. Ouais, j'ai pas fini. Si je comprends bien, si l'union ne se fait pas par, pour et autour de vous, c'est pas la bonne union. Désolé, Madame Backès, mais à un moment, et je crois que le moment vient, et je comprends que vous mettiez toute votre énergie à essayer d'expliquer que c'est pas votre intention, le parcours qui a été le vôtre, le fait que vous ayez quitté le rassemblement, puis quitté l'UCF, c'est-à-dire 1, le parti de M. Frougier, 2, le parti de M. Yano, finit aussi par laisser des traces, il faut l'avouer, il faut le reconnaître, et c'est difficile, c'est même très compliqué, de quitter, de trahir autant de partis et de demander ensuite de faire l'union autour de soi. Je rappelle que si M. Deladrière n'est pas élu aujourd'hui, c'est parce que vous n'avez pas soutenu sa candidature. Si vous l'aviez soutenu, il aurait été qualifié pour le deuxième. Sonia Backès, répondez sur ce point et on avancera sur l'avenir institutionnel. Mais d'abord, il n'a pas répondu. Gaël Yano, lors de cette conférence de presse, a dit très clairement sur la question du journaliste d'NC Première, à la question de savoir s'il y avait répartition de postes, il a dit « on ne va pas tout vous annoncer aujourd'hui, mais bien évidemment, ça aura des conséquences sur les institutions ». Donc très clairement, votre alliance, elle est là pour se répartir des postes. C'est exactement pour ça que les Calédoniens se sont abstenus. Okay. Ils en ont assez des tambouilles politiques. Et puis je vais vous répondre, arrêtez de me couper, M. Dunoyer, s'il vous plaît, c'est un profond mépris, encore une fois. Pas du tout. Envers moi, vous me coupez, laissez-moi finir, s'il vous plaît. Donc c'est une tambouille politique, c'est un profond mépris pour les électeurs. Et simplement pour revenir sur les trahisons, M. Dunoyer, je crois que vraiment vous n'avez aucune leçon à donner. Qu'est-ce que vous avez fait à la mairie de Nouméa avec la maire de Nouméa? Vous avez créé un groupe contre elle. Aujourd'hui, vous faites de l'obstruction systématique. Sonia Backès, on va revenir au sujet, l'avenir institutionnel. Le groupe que j'ai constitué à la mairie de Nouméa, et je le rappelle d'ailleurs, puisque dans cette campagne, je suis soutenu aussi plus largement que mon groupe. Mais vous le savez, vous avez juste oublié de le rappeler. Plusieurs adjoints avec Madame Sonia Lagarde et des conseillers municipaux m'ont rejoint. Donc si j'ai fait ce groupe, c'est parce qu'on n'était pas en accord avec Madame Lagarde, et contrairement à vous, je l'ai assumé facialement avec Madame Lagarde sur le non-respect de l'engagement. On revient au sujet qui nous intéresse, à savoir... Maintenant, la plateforme, c'est pas une répartition des postes, je ne laisserai pas dire ça, c'est trop important parce qu'il y a beaucoup d'enjeux autour de cette plateforme. Je suis désolé, mais le message que nous envoyaient les électeurs est très lourd. 2 électeurs sur 3 qui ne viennent pas, on ne peut pas le traiter juste par des répartitions de postes. Le message qui nous est envoyé, c'est unissez-vous. Et avant de pouvoir convaincre les indépendantistes, l'important, c'est de trouver des moyens, une méthode, je l'ai dit, une intention partagée. Je comprends l'amertume de Mme Backès parce qu'elle n'est pas dedans, et donc du coup, forcément, c'est qu'une répartition de postes. Je pose la question maintenant, et la réponse... Unissons-nous, pas unissez-vous, unissons-nous, monsieur. Est-ce que la porte est fermée aujourd'hui? C'est ça que les gens attendent. Est-ce que la porte est fermée aujourd'hui? Ah non, mais la ligne est très simple. Dès lors que l'intention affichée n'est pas d'aller directement au référendum en faisant semblant de discuter ou en rajoutant un peu de discussion à la fin de cette campagne parce que ça fait mieux, ou bien encore une fois, d'accueillir et de féliciter M. Martin à votre meeting d'hier, alors que M. Martin vient de prendre une position catastrophique par rapport au camp loyaliste. Très rapidement, Philippe Je trouve que c'est la ligne de fracture qui nous sépare. Je me suis très Sonia Backès. Je me suis exprimée, je vais répéter, pour dire que jamais je n'appellerai à voter pour un candidat indépendantiste. Jamais, monsieur Dunoyer. Oui, mais vous n'auriez pas dit... très clair. Vous n'auriez pas sur dit l'avenir, M. Martin, M. Philippe Dunoyer, s'il vous plaît. C'est votre soutien, c'est vous qui l'avez choisi. Philippe Dunoyer, c'est votre chef de guerre, vous Sonia l'avez écrit. Backès, sur cette question de votre vision, comment préparer cette sortie de l'accord et vous, comment vous voyez ce dialogue, parce que finalement, c'est cette incapacité à dialoguer qui vous est aujourd'hui reprochée. Ah bah, justement, je crois que j'ai fait la proposition, et d'ailleurs, il était surpris, monsieur Dunoyer, parce qu'il était déjà en train de préparer cette alliance de circonstances. Non, pas méprisante, mais je lui ai fait la proposition de dire qu'il faut que nous nous réunissions tous. Pourquoi? Parce que ce référendum, on vous l'avait dit, il y a aujourd'hui 2 tiers des électeurs qui se sont abstenus. 2 tiers, c'est énorme. Il ne faut pas qu'on ait cette abstention-là au moment du référendum. Et pour qu'on n'ait pas cette abstention-là, il faut que tous ensemble, on puisse aller sur le terrain, convaincre de l'intérêt de rester français. Si vous me permettez de finir, monsieur Dunoyer. Ensuite, si vous régulièrement... Allez-y, le temps passe. Donc, simplement, j'ai fait une proposition, moi, très claire, contrairement, encore une fois, à Calédonie Ensemble, qui, malheureusement,
en fonction de l'approche des échéances électorales, changent de discours. J'ai fait une proposition très claire qui est de dire, dès le lendemain de ce premier référendum, qu'il nous faudra gagner le plus largement possible. Il faudra modifier la Constitution pour s'arranger, pour supprimer les deuxième et troisième référendums et finalement redonner le pouvoir aux Calédoniens de dire si oui ou non ils souhaitent un jour réorganiser un référendum. Ça, c'est une proposition concrète qui a le mérite d'être claire pour tout le monde, transparente, et qui n'est pas un socle commun des valeurs. On ne sait pas exactement ce qu'il y a dedans. Oui, on ne sait pas ce que vous allez faire comme concession. Et finalement, vous le dites toujours un peu après les élections. Non, c'est contrairement à vous, Madame Baquès. Philippe Dunoyer, vous êtes déjà en avance en temps de parole. Oui, mais votre préparation de sortie. La proposition, elle est très simple, elle est très claire, je la redis. Un socle de la communauté de destin, c'est simplement travailler avec les formations non indépendantistes, mais avec les formations indépendantistes sur des valeurs, parce qu'il nous faut proposer aux Calédoniens, pour l'après-accord de Nouméa, des valeurs, des droits, des principes sur lesquels construire la société, une organisation des institutions, parce qu'on n'aura pas de société sans organisation des institutions, il faut les ajuster, c'est important, et enfin, une politique stratégie minière et une politique foncière, un pilier économique qui est aussi toujours au rendez-vous à chaque fois que nous devons sortir d'une étape institutionnelle importante. Voilà 3 étapes, 3 piliers très clairs, plus un volet sécurité. Je ne vois pas ce que Mme Baquès ne comprend pas ou ne veut pas comprendre plus vraisemblablement dans ce socle qui est non seulement très clair et qui visiblement a réussi à convaincre au-delà, plus largement de Calédonie ensemble. La sécurité, on y reviendra. Une dernière question à Philippe Dunoyer, parce que c'est important. Est-ce que vous voulez maintenir... Parce que c'est vous qui posez les questions. Vous voulez maintenir la question... C'est un débat. Je pense que les Calédoniens veulent savoir, tout simplement. Est-ce que vous avez l'intention de maintenir la question telle qu'elle est prévue dans l'accord de Nouméa? Mais bien sûr, on l'a tout dit. Alors, donc vous avez changé d'avis, puisque j'ai ici Philippe Gomez qui dit « La consultation de sortie ne peut se dérouler comme le prévoit aujourd'hui la lettre de l'accord de Nouméa. Aucune formation politique responsable ne peut le souhaiter. » Très bien. Mais je vois que vous êtes arrivé avec beaucoup de documents, vous avez besoin de ces documents pour vous aider, je comprends. Comme ça permet de rappeler aux téléspectateurs. Ça permet surtout de sortir des phrases de son contexte. Non, je dis la vérité, je le dis droit dans les yeux des téléspectateurs. Comme Sonia Lagarde avait dit droit dans les yeux. C'est pour ça que justement, on n'était pas d'accord. Non, vous avez créé un groupe, Monsieur Dunoyer, avant qu'elle ne démissionne. Apparemment, c'est moi qui interromps Mme Baquès, mais j'ai l'impression que c'est le contraire, non? Elle est avancée sur... Donc non, j'ai créé un groupe parce que nous n'avions pas été d'accord sur cet engagement. Justement, nous avons toujours dit, et je le redis ce soir de manière très très claire, 1, la date du référendum est connue. 2, la question est connue, elle ne peut pas être changée. Tout le monde le sait, elle est constitutionnalisée. Et 3, le résultat aussi est connu. C'est justement parce qu'il est connu. C'est justement parce qu'il est connu que nous ne devons pas y aller simplement, comme ça, nous opposer. Il nous faut préparer en amont tout ce qui est possible de nous rassembler sur l'essentiel. Justement, sur cette préparation, une question. Faut-il, selon vous, poursuivre les travaux dans la lignée de ce qui a pu être fait, notamment en 2016, avec la mission sur l'avenir institutionnel? Je n'honorerai pas les noms, certains sont un petit peu polémiques, on va les donner quand même, de messieurs Christophe Merle, Lambrière et d'autres. Ou faut-il, selon vous, aujourd'hui, adopter une autre méthode, Sonia Baquès? Alors d'abord, il faut, encore une fois, aller au référendum. Je crois qu'il n'y a plus d'ambiguïté aujourd'hui, heureusement. Et il y a une vraie question des Calédoniens sur que se passe-t-il, comment on y va. Et on a 1 an et demi, beaucoup moins je vais y répondre. Dans les faits. L'objectif, je l'ai dit, c'est que très rapidement, le lendemain de ce premier référendum, on soit en capacité d'inscrire la Nouvelle-Calédonie dans la Constitution française, dans un statut particulier qui soit pérenne, c'est-à-dire qu'on ne soit plus dans un statut transitoire. Pour arriver à ça, il y a des discussions qu'on peut mener après, qui ne posent pas de difficultés, parce que finalement, elles ne mettent pas en difficulté le maintien de la Calédonie en France, elles ne sont pas liées à cette question-là. C'est par exemple la question de l'organisation institutionnelle. Le gouvernement, on voit bien que le gouvernement collégial ne fonctionne plus. Il y a consensus la sur répartition des compétences. Sur ça, il me semble que, effectivement, nous sommes d'accord. Et puis moi, j'ai fait une proposition particulière de dire il faut qu'on ait enfin, pour la Nouvelle-Calédonie, un projet commun. Qu'est-ce qu'on veut faire de la Nouvelle-Calédonie à 2030 ? Je disais... L'autre fois, un jeune est venu me voir en me disant « Voilà, je veux savoir ce que je veux faire comme étude pour servir mon pays. » Comment on fait, Sonia Baquès ? Concrètement, comment vous conduisez les Calédoniens jusqu'à ce référendum ? Mais vous savez, on est tous d'accord pour dire que d'abord, il faudra associer la société civile. Ça ne va pas se faire entre nous, contrairement à ce qu'avait commencé à préparer un certain nombre de mes adversaires, c'est-à-dire en catimini des accords. Ça devra se faire en toute transparence devant les Calédoniens, mais il va falloir qu'on prépare ce projet commun. Et ce projet commun, il est important, parce que c'est ça qui va nous fédérer, de savoir qu'est-ce qu'on veut faire en termes de développement économique de la Nouvelle-Calédonie. Est-ce qu'on veut développer le tourisme ? Est-ce qu'on veut développer les énergies renouvelables, l'économie numérique ? On ne sait pas aujourd'hui, parce que malheureusement, ceux qui sont au pouvoir font des petits bouts de réforme et n'ont pas de vision. Et donc, tout ça, ça devra être fait en amont. Et puis en aval, c'est-à-dire après le référendum, on devra travailler sur le corps électoral que j'ai souhaité réouvrir, parce que bien évidemment, on ne peut pas rester à un corps électoral fermé, parce qu'il y a 25 000 personnes qui sont exclues,
et que c'est insupportable. Et donc, on devra travailler sur tout ce qui pose problème pour arriver à cette modification. Dernière question, il va falloir qu'on avance. En quoi pensez-vous, l'un et l'autre, être celui qui est le plus à même, justement, pour porter ce discours, ce dialogue avec les indépendantistes et avec le troisième partenaire? Quel État? Philippe Dunoyer. Mais parce que l'important dans ce type de dialogue ou d'échange, c'est la reconnaissance de la constance. Madame Backès a encore une fois, et je suis très content d'être là ce soir pour pouvoir à nouveau corriger les mensonges qui viennent d'être proférés. Il n'y a ni catimini, ni cachette. Tout est parfaitement connu depuis le début. Les échanges sont parfaitement connus depuis le début. Et on est, nous, dans une ligne qui est la même depuis le début. Contrairement, parce que je suis sûr que lorsque Mme Backès a quitté le rassemblement, elle n'a pas prévenu le rassemblement, mais quand elle a quitté l'UCF, elle n'a pas prévenu l'UCF non plus. Elle n'a pas prévenu non plus qu'en déposant son dossier à Paris pour obtenir l'investiture, si elle n'était pas choisie, elle allait quand même maintenir sa candidature. Je suis désolé de le dire, mais comme tout à l'heure on m'agresse en me disant que je suis en catimini derrière, c'est quand même formidable d'avoir cette agressivité de la part de quelqu'un qui a démontré justement qu'elle était, pour répondre à votre question, inconstant. Il faut être constant. Il faut être constant. On est chacun dans sa ligne, évidemment, chacun avec ses responsabilités, chacun avec sa posture. Je crois qu'il faut être constant, je crois qu'il faut être adossé à un parti représentatif. Aujourd'hui, je sais que ça ne fait pas plaisir à Mme Backès, mais Calédonie Ensemble reste encore un parti, le premier, le plus représentatif, en tout cas à l'issue du premier tour, c'est confirmé. Et avec la plateforme, a fortiori, si notre voix, les non-indépendantistes, peut s'unir autour d'une volonté, d'une méthode et d'un objectif, à ce moment-là, les indépendantistes, je le crois, seront plus réceptifs et l'État aussi. Sonia Backès, votre qualité. C'est un peu ridicule parce que d'abord, Philippe Dunoyer répète à l'envi qu'il y a des mensonges de ma part. Monsieur Dunoyer, vous n'avez pas le monopole de la vérité. D'accord ? C'est pas Calédonie Ensemble qui, parce qu'il est convaincu de quelque chose, détient la vérité. Il y a des gens qui sont d'accord avec vous, et puis il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec vous. Oui, et puis vous savez, il y a 47% des électeurs, quasiment un électeur sur deux qui s'est déplacé, qui a voté pour les candidats républicains. Et les républicains, vous savez, je suis chef de groupe des républicains au Congrès, je défends les valeurs, je défends les convictions des républicains, et effectivement, il y a un certain nombre de choses sur lesquelles on n'est pas d'accord avec Calédonie Ensemble, parce que vous avez varié. Vous avez défendu pendant des mois, je l'ai lu. Là. Rapidement, Sonia Backès. Vous avez varié pendant des mois. La question, c'était vous. Oui, voilà. Vous, en tant qu'éventuellement député, quelle serait votre qualité que n'aurait pas, en l'occurrence, votre adversaire? La détermination. Je crois qu'il faudra être déterminé, il faudra être courageux, parce qu'on a, et ça a été dit, un président de la République qui connaît peu la Nouvelle-Calédonie, des députés qui connaissent peu la Nouvelle-Calédonie, et on aura besoin de détermination, de volonté, de courage, pour convaincre à Paris de l'intérêt de la Calédonie de rester française. Allez, je vous propose de parler de sécurité. C'est un autre chapitre essentiel de cette campagne. Là encore, dans la première circonscription, il y a deux questions finalement, vos priorités et votre capacité à les mener à terme. Une question qu'on a finalement assez peu abordée sur comment lutter contre le fléau de l'alcool. On sait que c'est l'un des facteurs de violence et donc de délinquance en Nouvelle-Calédonie. Quelles sont vos propositions concrètes et vos moyens, encore une fois, de les mener à bien? Sonia Backès. Alors d'abord, on l'a dit à plusieurs reprises, mais la situation en matière d'insécurité est devenue insupportable. Aujourd'hui, on n'est plus en sécurité nulle part, ni chez nous, ni quand on dépose nos enfants dans les établissements scolaires, ni quand on sort le soir. Donc il faut prendre ce problème à bras-le-corps et je me suis engagée à ce que ce soit le dossier prioritaire du début de ma mandature. Si je suis on n'est plus en sécurité nulle part. Les chiffres, d'abord, je ne vais pas parler des chiffres, mais de ce que les Calédoniens vivent. Mais aujourd'hui, on a 2,5 fois plus de cambriolages qu'en métropole, 2,5 fois plus d'agressions, des ivresses sur la voie publique qui ont explosé. Donc oui, nous ne sommes plus en sécurité. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et moi, ce que je dis, c'est d'abord qu'il faut de la volonté pour changer les choses. Calédonie Ensemble déroule un certain nombre de choses qu'ils ont faites. Ils ont un bilan qui est quasiment nul sur ce sujet-là. La réalité, c'est qu'il faut de la volonté. Et il faut de la volonté pourquoi ? Pour changer les mentalités. Et pour ça, il faudra agir sur tous les sujets. Vous en avez évoqué un certain nombre. L'alcool, la délinquance des mineurs, la présence policière et la responsabilisation des parents. C'est ce que j'ai fait dans mon programme. Philippe Dunoyer. Je relève que le fait d'avoir des renforts de policiers, de gendarmes, de fonctionnaires de l'administration pénitentiaire ou de justice, c'est considéré par Mme Backès comme un bilan nul ou quasiment nul. Et le fait d'avoir la perspective de construction d'un centre pénitentiaire à Koné, ça ne vaut rien. C'était lancé avant. Que d'avoir la possibilité maintenant d'avoir 4 nouvelles casernes de gendarmerie à Dambéa, Païta, Bourail et Mondor, ça ne vaut rien non plus. Alors perspective, ça veut dire que ce n'est pas acquis ? C'est son analyse, mais moi je trouve qu'au contraire, le bilan en matière de lutte contre l'insécurité, parce qu'effectivement, la lutte contre l'insécurité est une priorité, puisque le droit à la sécurité, c'est la première des libertés pour nos concitoyens. Il faut qu'on s'engage, et je m'engage délibérément, puisque je l'ai indiqué, je le redis ce soir,
le dossier est prioritaire, si les Calédoniens me font confiance dimanche, ce sera d'aller rechercher auprès du président de la République, dans son engagement de créer 10 000 postes de policiers et de gendarmes, une affectation prioritaire pour la Nouvelle-Calédonie. C'est très important que la Nouvelle-Calédonie soit entendue. Alors évidemment, c'est très compliqué. Là, on est d'accord. Là-bas, tous les repères ont changé. Il va falloir reprendre son bâton de pèlerin. Mais la situation en matière d'insécurité en Calédonie est très particulière. Elle nécessite là-bas un engagement très fort, non seulement en renforcement de moyens humains, mais aussi dans la chaîne de traitement judiciaire et pénitentiaire. Et bien entendu, puisque vous l'avez abordé un petit peu, la partie, puisque c'est la partie répressive, maintien de l'ordre public entre les mains de l'État, doit s'accompagner d'une partie préventive. Et là aussi, l'État peut être un partenaire financier, notamment dans la création, c'est une proposition que je fais aussi dans le cadre de cette campagne, d'un établissement public d'insertion de la défense qui accueille, comme en métropole, des mineurs. Et on sait qu'aujourd'hui, 60% des faits de délinquance sont commis par des mineurs de 16 ans et plus, prédélinquants et délinquants, dans un cadre militaire. Tout le monde comprend bien l'intérêt que ça peut avoir. Alors justement, ça c'est l'EPID. Vous avez aussi une proposition relativement similaire finalement. Sur ces points précis, qu'est-ce qui fait la différence? Sur la sécurité, je crois que ce qui fait la différence, c'est le bilan. C'est-à-dire qu'effectivement... vous n'étiez pas député, vous n'avez pas de bilan. Depuis 5 ans, effectivement, Calédonie Ensemble a un bilan que les Calédoniens vivent, c'est-à-dire que concrètement, la sécurité... C'est à cause de Calédonie Ensemble qu'il y a de l'insécurité. En tout cas, vous ne l'avez pas réglé. Non, c'est pas votre faute, c'est l'insécurité. C'est votre responsabilité d'essayer de changer les choses. Il n'y a pas eu de résultat. Quand on est élu, M. Dunoyer, l'objectif... Non, il n'y a pas de résultat. Je suis désolée, les Calédoniens vivent dans l'insécurité, M. Dunoyer. Non, mais les forces de l'ordre font leur travail, c'est pas la question. La question, c'est le travail que vous avez fait. La question, c'est... Non, mais c'est donc c'est de notre faute, c'est ça. Ce que vous dites ce soir. M. Dunoyer, vous savez, quand on est au pouvoir, quand on a des responsabilités, le but, c'est d'améliorer la vie des gens. Est-ce que vous avez amélioré la vie des gens en matière de sécurité? Non. Est-ce que vous avez amélioré la vie des gens en matière de vie chère? C'est ce que vous affirmez, vous n'avez pas le monopole de la vérité, Mme Backès. Très bien, mais les chiffres sont là, les résultats, ce que vivent les gens. La vie n'est pas binaire. J'ai une question pour tous les deux sur cet échange. Est-ce que finalement, et là, notamment sur cette question de la sécurité, dans le jeu de la campagne, on ne survend pas, excusez-moi le terme, finalement le rôle et la capacité du député? Non. Ah non, je crois pas. Non, je crois qu'il y a un vrai rôle. Il y a un vrai rôle très important. Il y a un rôle de lobbying, particulièrement, de mettre, d'aller passer les messages. Alors, si le bilan ne vous satisfait pas, quel serait, votre objectif au terme des 5 ans que pourrait être votre mandat? L'objectif, il est clair, il est qu'on revive. Et on a vécu en Calédonie, tout le monde le sait, il y a quelques années, on laissait nos voitures ouvertes. Tout le monde se rappelle de ça. On est capable de retrouver cette qualité de vie. Pour ça, il suffit encore une fois d'avoir une volonté de l'État d'arrêter le laxisme ambiant dans lequel on est. Il y a effectivement un certain nombre de choses concrètes. On a parlé et on a en commun cette volonté d'avoir un centre un peu militaire pour les jeunes, pour les remettre sur le droit chemin. Ça, c'est une chose que nous partageons. Mais il n'y a pas que ça. Il y a la volonté d'arrêter le laxisme. Et c'est vrai qu'avec 5 ans de socialisme, je parle au niveau national, là, M. Dunoyer, vous ne vous sentez pas concerné, je pense qu'on n'a malheureusement pas amélioré la situation, voire la situation a empiré. Non, je ne suis pas d'accord du tout avec le constat, évidemment, tout le monde le fait. Moi aussi, je me souviens de cette période-là. L'impression, à écouter Mme Backès, que l'insécurité est née en 2012. C'est terrible de dire ça, parce que malheureusement, cette insécurité, elle a progressé au fur et à mesure du temps. Et bien sûr qu'elle nécessite plus d'interventionnisme, plus d'activisme, plus de volontarisme de la part de l'État. Comme il est nécessaire aussi, parce que je ne trouve pas du tout que ça soit négligeable, d'avoir plus de moyens humains, matériels également, plus de capacité d'accueil, parce qu'on le dit souvent, 500 détenus sur 400 places au camp Est, ça pose un problème dans le traitement de la chaîne judiciaire. Et je ne trouve pas normal d'entendre ce soir que ces avancées-là, qui ont été obtenues difficilement auprès du ministère de l'Intérieur et à Paris, par les députés sortants, soient traités avec autant de déconsidération. C'est très important pour les... Alors évidemment, les renforts sont arrivés en début 2017. Alors, ça veut dire que la création de la brigade de gendarmerie de prévention de la délinquance juvénile, qui date de 2017, que jamais personne avant n'a créé, c'est pas une bonne chose, parce que du coup, ça date de 2017. Il ne faut pas traiter les choses avec légèreté, le sujet est important, on partage une responsabilité là-dessus, de les traiter avec hauteur. Non mais vous savez... Très rapidement, un mot, Sonia Backès. Effectivement, il égrène les chiffres, mais... Vous savez, encore une fois, ce n'est pas qu'une question de moyens. Dans la police nationale, on a plus de 400 fonctionnaires de police. Et on en a, le vendredi soir et le samedi soir, je ne sais pas si nos téléspectateurs le savent, mais entre 8 et 12 sur le terrain. Donc ce n'est pas seulement une question de moyens, c'est une question de volonté de savoir est-ce qu'on remet concrètement les forces de l'ordre sur le terrain. Je vous propose d'ouvrir le volet économique de ce débat. Nous allons parler vie chère ce soir, c'est là encore une préoccupation quotidienne des Calédoniens. Quelles sont vos priorités, sachant que la mallette du député n'est pas non
flux très très large en la matière. Philippe Dunoyer. Oui, c'est vrai, vous avez raison, les compétences sont beaucoup entre les mains des institutions locales. Néanmoins, dans le cadre de cette campagne, moi, je formule, je propose des engagements, en tout cas à tenir. Le premier concerne la baisse des taux d'intérêt, dont aujourd'hui les Calédoniens, que ce soit les particuliers ou les entreprises d'ailleurs, en souffrent, puisque les derniers chiffres sont là pour le prouver. En général, en moyenne, en Calédonie, on paye 2 fois plus cher les prêts à court, moyen ou long terme, que ce soit un particulier ou une entreprise. On paye 50 à 60% plus cher les frais lorsque malheureusement on est en découvert, et ça arrive dans une vie bien souvent. C'est pas logique, les Calédoniens ce soir doivent le savoir à nouveau, ce sont les meilleurs payeurs de la République et pourtant ils payent les taux d'intérêt les plus chers. Je prends un engagement ce soir, si je suis élu, d'aller travailler au niveau de l'État, puisque c'est une compétence de l'État, monnaie-crédit, pour faire baisser, peut-être pas à la hauteur des taux d'intérêt de métropole, les taux d'intérêt qui aujourd'hui strangulent les Calédoniens. Il y a une autre proposition qui est importante, sur laquelle je voudrais insister, qui est plus défensive, c'est de nous opposer, et je m'opposerai à toute désindexation des fonctionnaires. Pourquoi je le dis? Parce que par les temps qui courent, avec 7200 milliards CFP annoncés d'économies au niveau de l'État, il faut s'inquiéter et afficher tout de suite un volontarisme pour dire non à une désindexation éventuellement imaginée par quelqu'un là-bas des fonctionnaires, non à la remise en question de l'ITR et non à la dévaluation du franc CFP, évidemment. Sonia Backès. Écoutez, sur ces propositions, c'est bien, nous nous rejoignons, puisque ça fait partie des propositions que j'ai faites. Je voudrais y ajouter une chose, c'est qu'aujourd'hui, ce qui pose problème à un certain nombre de Calédoniens, c'est de ne pas avoir accès au crédit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les banques, malheureusement, ne prêtent pas. Donc en plus d'avoir des taux d'intérêt qui sont bien trop élevés, aujourd'hui, pour pouvoir emprunter 5 millions, il faut en avoir 20 sur son compte. Et donc c'est absolument insupportable. Mais je voudrais revenir là encore une fois sur ce que vivent les Calédoniens. Là, aujourd'hui, on a eu les derniers chiffres de l'ISEE, où on a encore une augmentation du coût de la vie. On est à plus 0,4% ce mois-ci. On en a eu les 2 mois précédents. Donc concrètement, la vie chère augmente. Et puis en plus, on a plus 10% de demandeurs d'emploi. Donc on a concrètement des gens qui ont perdu leur emploi et qui donc ont perdu du pouvoir d'achat. Je crois qu'il faut arrêter de mentir aux Calédoniens sur ces sujets-là. Vous avez fait des promesses en 2012 et en 2014. Je crois que c'est important maintenant de les tenir et de faire des choses concrètes pour que les Calédoniens s'y retrouvent. Je vais parler d'une autre proposition qui relève effectivement... Sur la question de l'emploi quand même, c'est un constat que personne ne peut nier, mais en quoi le député peut agir sur le marché de l'emploi? En fait, comment agir sur le marché Je crois que vous avez reconnu, puisque dans la plateforme que vous avez signée tout à l'heure, vous avez dit qu'il fallait faire évoluer la politique actuelle, donc vous reconnaissez quand même qu'elle n'était pas formidable, pour redonner confiance aux entreprises. Donc ça veut dire que c'est bien, je pense qu'il y a quand même un mea culpa qui est fait, notamment par M. Dunoyer, qui est membre du gouvernement en charge de la fiscalité, pour dire que concrètement, il va falloir redonner confiance. Redonner confiance, vous posez la question du député. Le député a un rôle, bien évidemment, parce que c'est lui qui va faire passer des messages à Paris pour ce qui concerne tous les dossiers qui ont été évoqués, la désindexation, le risque de désindexation, le risque de dévaluation, la question des banques, etc. Ce sont des impulsions. Donc il y a un rôle pour le député, bien évidemment, pour refaire partir la machine économique calédonienne. Bon, j'ai été traité de menteur quand même, donc c'est désagréable, mais je voudrais rappeler un chiffre à Mme Backès, puisque je suis au gouvernement, elle me l'a rappelé, elle l'était. Entre 2011 et 2013, pendant cette période, l'inflation était de 4,7% en cumulé. C'est faux. Entre 2014 et 2016, elle était de 1% hors tabac. C'est vrai. 0,6, et là, elle est de 2,1 sur les 12 derniers mois. Non, mais laissez-moi finir, Mme Backès. Les chiffres, je les connais. Non, vous ne les avez pas regardés. D'ailleurs, vous ne les avez pas regardés, puisque hier, vous ne les connaissiez pas. Donc, je les ai regardés. 4,7% d'inflation en 3 ans, et nous, 1%. Est-ce que c'est un motif de satisfaction? Non. Mais on ne peut pas dire ce soir, comme si, là aussi, comme l'insécurité, la vie chère avait commencé en 2014 ou en 2012. Si. Et vous avez une tendance fâcheuse à synthétiser, à rendre binaire les choses. C'est beaucoup plus compliqué. Nous avons pris des engagements au plan local, puisque là, on sort un peu du cadre des élections législatives, mais je le rappelle. Démarches comme la création de la loi antitrust auquel Mme Backès s'est opposée. Oui, qui n'a eu aucun effet. C'est extraordinaire de l'entendre dire. On sort en effet du cadre législatif. Sur la vie chère, effectivement, le député peut prendre un certain nombre de positions avec l'État, mais l'État n'a pas toutes les compétences, il est vrai. Il faut aussi quand même se rappeler que les entreprises ont besoin d'un soutien, puisque si les entreprises vont mieux, si elles ont plus de marché, s'il y a plus notamment de construction, grâce à la défiscalisation. Alors justement, la défiscalisation, vous le disiez tout à l'heure, les caisses de l'État aujourd'hui sont dans un état critique. Comment défendre la défiscalisation? Et j'allais dire, il va peut-être falloir prioriser. Quelle sera là-dessus votre action, votre voix au niveau de l'État? Là-dessus, d'abord, on a tous été d'accord pour défendre au Congrès et ensuite
à Paris le maintien de la défiscalisation jusqu'en 2025 et il faudra qu'on puisse continuer à pouvoir bénéficier de ce levier-là. Il y a des choses à améliorer parce qu'il y a des processus de simplification et de réduction des délais pour essayer de permettre aux entreprises d'avoir accès plus facilement à ce dispositif. Non, mais la défiscalisation, c'est un outil très très important pour la Nouvelle-Calédonie, pour l'Outre-mer en général, pour la Nouvelle-Calédonie en particulier, très important dans le secteur du logement notamment. On sait que le secteur du BTP est un secteur pourvoyeur d'emploi en difficulté. Il a besoin d'être soutenu. Je sais, on peut faire plus encore aujourd'hui. On peut faire plus. On peut notamment permettre une extension, une amélioration du dispositif qui s'appelle le Duflo-Pinel, peu importe, qui permet, grâce à un crédit d'impôt, d'avoir une construction de logements pour les classes moyennes. Et c'est très important puisqu'aujourd'hui les logements sociaux sont bâtis pour des personnes avec des faibles moyens. Des logements privés sont bâtis pour des personnes avec des moyens élevés. Mais par contre, les classes moyennes sont un peu en dehors de ce dispositif. Et ma proposition consiste à dire qu'en Calédonie, il faudra étendre, comme en métropole, ça existe déjà, ce dispositif dit Duflo-Pinel pour faciliter la construction de logements pour les classes intermédiaires. C'est la dernière partie de cette émission, les 100 minutes dénommées les questions en rafale, des questions directes auxquelles je vous demande des réponses tout aussi directes. Le chrono est lancé. Vous êtes tous les deux les rescapés d'un premier tour boudé par les électeurs. Quels enseignements personnels en avez-vous tirés? Sonia Backès. On l'a dit tout à l'heure, je crois que les Calédoniens en ont assez des tambouilles politiques des états-majors et ont besoin de clarté, de détermination et de transparence sur la vie politique calédonienne. Je crois que les électeurs nous ont envoyé un message très fort pour mettre un terme à des divisions qui nuisent à la compréhension du message, à la compréhension des enjeux. C'est pour ça, d'ailleurs, que cette plateforme a été constituée. Donc il faut entendre ce message, en tirer des enseignements. Et c'est exactement ce que nous avons fait durant cette semaine. Transfert de l'article 27, je le rappelle, l'université, l'audiovisuel et le contrôle de l'égalité, un peu, beaucoup ou pas du tout pour vous? Pas du tout. Pas du tout. Mais c'est nouveau de la part de Calédoniens. Mais non. Qui a promis dans sa déclaration de politique générale de c'est bien parce qu'elle sait mieux que moi, Mme Backès, qu'on non, mais la déclaration de politique générale, c'est accessible à tous. Non plus, oui. Sur aucun des trois c'est dommage que je ne sois pas venu avec les différentes déclarations de Mme Backès depuis ces 3 dernières années. On n'aurait pas été déçus vu les changements de parti. Mais permettez-moi de vous dire quelle est ma posture. Ma question, le gouvernement... Non, mais pas du tout. Le mépris de non, c'est pas du mépris. Vous avez visiblement un problème avec les femmes, Monsieur Dunoyer. Vous avez un problème avec Sonia Lagarde à la mairie de Nouméa. Non, pas du tout. Vous êtes méprisant. Arrêtez de traiter par Je vais vous dire quelque chose, Mme Backès, en ce qui me concerne. Non, je vous laisse pas finir. Laissez-moi finir. Je vous laisse pas finir. Je vais vous dire quelque chose, mais personnel. Non, je vais vous dire quelque chose. Ça fait 32 ans que mon père est mort. Ça fait 32 ans que je vis avec ma mère, que je suis marié avec une femme et que j'ai une fille. Donc, venez pas me parler de mépris de la condition féminine. Ça n'a rien à voir. Vous êtes considéré. Philippe Dunoyer. Je vous considère, je vous respecte. Ne venez pas me parler de ça, s'il vous plaît. Vous voyez la manière dont vous me traitez? Non, mais vous m'agressez depuis tout à l'heure. Je suis désolé et vous m'attaquez. Philippe Dunoyer, je pense qu'on sort du cadre qui nous intéresse. Le gouvernement présidé aujourd'hui par Philippe Germain doit-il, selon vous, être remanié à l'issue de ces législatives? Sonia Backès. Oui, le gouvernement de Philippe Germain est arrivé à l'échec sur beaucoup de sujets, sur les sujets économiques, puisque visiblement ça a été reconnu par Philippe Dunoyer, notamment dans le cadre de cette plateforme. Pas du tout. Donc, donc vous n'êtes pas d'accord avec ce qui a été Si, mais c'est votre interprétation. Philippe Dunoyer répondra ensuite. Oui, le gouvernement de Philippe Germain a échoué sur un certain nombre de sujets, sur la sécurité, sur la vie chère. Donc oui, le gouvernement de Philippe Germain doit être recomposé. Philippe Dunoyer. Alors ça dépend des résultats, puisque si en fonction des résultats, voilà, si les Calédoniens me font confiance et que je suis député, je ne peux pas rester membre du gouvernement. En fonction des résultats dans la deuxième circonscription, ça peut changer aussi pour des raisons simples. C'est pas la peine de rentrer dans le détail. Donc potentiellement, je serai obligé de démissionner et de faire tomber involontairement le gouvernement. Il y aura de toute façon donc une réélection, une recomposition certainement de ce gouvernement à l'issue des élections. Quelle est la mesure prioritaire en termes de moralisation de la vie publique que vous souhaiteriez voter à l'Assemblée nationale? Philippe Dunoyer. Écoutez, il y a plusieurs propositions qui sont formulées aujourd'hui. Je crois qu'elles vont toutes dans le bon sens. La première serait peut-être de suivre avec beaucoup plus de précision dans une commission ad hoc créée l'utilisation des frais de représentation, puisque ça fait partie du débat en ce moment, donc j'ai ce thème-là en tête, l'utilisation des frais de représentation qui sont alloués aux députés. Sonia Backès. Oui, toutes les mesures qui sont proposées sont bonnes. Je retiendrai effectivement le fait que embaucher comme attaché parlementaire des membres de sa famille, c'est plus vraiment la politique qu'on souhaite. Et quelle serait la mesure, de la même façon prioritaire, en termes de moralisation de la vie publique, que cette fois vous souhaiteriez voir enfin voter en Nouvelle-Calédonie? Sonia Backès, vous êtes en retard en temps de parole. La même. Je crois qu'il faut qu'on arrête d'avoir dans les cabinets politiques les familles des uns et des autres.
Philippe Dunoyer, très très rapidement. Oui, non, mais toute la transparence est bienvenue, toutes les idées sont bonnes, quelle que soit l'utilisation des fonds publics, nous devons de la transparence aux citoyens. Donc écoutez, moi je suis par nature, toute mesure de moralisation supplémentaire. La dernière question, un regret, avez-vous, l'un et l'autre, un regret dans cette campagne des législatives 2017? Sonia Backès. Oui, je regrette parfois effectivement la violence et le mépris de certains propos. Je crois qu'on est arrivé dans une période où on a besoin d'avoir de la visibilité sur l'avenir, de la clarté. Et malheureusement, c'est vrai que la manière dont certaines alliances, tambouilles ont été faites, je pense que c'est regrettable et je pense que les Calédoniens n'y comprennent plus grand-chose. Je crois qu'il va falloir qu'on soit plus clair à l'avenir. Un regret sur votre stratégie? C'était plus le sens de la question. Moi, j'ai mené une campagne de clarté. Je regrette bien évidemment qu'il n'y ait pas eu de primaire avant. Je l'ai dit à plusieurs reprises, c'est-à-dire que je regrette qu'on ait eu plusieurs candidats au premier tour. J'aurais aimé qu'on règle ce problème avant. Le décompte, Philippe Dunoyer avant le gong. J'aurais bien aimé aller plus souvent aux îles et plus souvent sur Nouméa, rencontrer plus d'électeurs. Je n'en ai pas eu le temps. On a eu le même temps tous les uns et les autres, mais c'est un regret puisqu'on ne peut pas voir tout le monde et c'est toujours un événement d'aller à la rencontre des citoyens, d'échanger avec eux, qui nous apportent aussi leur éclairage. Ça nourrit notre réflexion. Merci Philippe Dunoyer. Nous voici donc arrivés au terme de ce débat. Pour conclure, Philippe Dunoyer, Sonia Backès, qu'avez-vous à dire aux 56 000 électeurs de cette première circonscription qui ne se sont pas déplacés dimanche dernier pour aller aux urnes? Philippe Dunoyer, le tirage au sort vous a désigné. Écoutez, le message, c'est de leur rappeler que dimanche, ils vont avoir à choisir les députés qui vont porter leur parole à l'Assemblée nationale. Moi, j'ai pris des engagements forts autour de 5 idées essentielles. D'abord, notre pays doit se maintenir au sein de la France. Ça fait 164 ans qu'on a une histoire commune. La France nous garantit notre niveau de vie. Elle nous garantit le bon exercice des missions régaliennes. Nous devons ouvrir notre pays aux Calédoniens d'adoption, les 25 000 personnes qui sont privées de droit de vote. Ah, c'est très court alors. C'est très court. Et en l'occurrence, eh bien donc, mon projet, et je terminerai par le slogan, si les Calédoniens me font confiance, c'est d'aller porter à Paris un projet d'avenir dans la France aux couleurs de la paix. Sonia Backès, vous avez un petit peu plus d'une minute. Merci. D'accord, merci. D'abord dire que dans l'isoloir, chacun pourra prendre ses responsabilités. Je crois qu'ils auront le choix de continuer cette vieille politique qu'on a connue depuis malheureusement très longtemps, trop longtemps, et ceux qui nous ont amenés depuis 15 ans devant le mur dans lequel nous sommes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne sait pas ce qui va arriver après 2018, on souffre d'insécurité, on souffre de vie chère, et donc je crois que les Calédoniens auront le choix de savoir si réellement ils veulent changer de manière de faire de la politique. Et donc je propose là très clairement de leur apporter la transparence, la détermination, mon engagement pour le maintien de la Calédonie dans la France. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. Cette soirée continue. Valérie Jonot nous rejoint. Valérie, bonsoir. Bonsoir Angélique. Alors avec vous, nous allons poursuivre avec cette fois-ci le duel de la seconde circonscription. Effectivement, bonsoir à tous. Dans quelques instants, nous allons recevoir Louis Mapou, candidat de l'UNI, et Philippe Gomès, leader de Calédonie Ensemble, pour un nouveau débat de 40 minutes. Leur point de vue est attendu sur 3 thèmes: avenir institutionnel, la question foncière et le rééquilibrage. Mais avant le débat, retour sur ce premier tour marqué par une abstention record et Louis Mapou en ballottage favorable. Les explications d'Isabelle Braoué. Un face-à-face connu dans cette deuxième circonscription. Un indépendantiste, Louis Mapou, face à un non-indépendantiste, Philippe Gomès. Le candidat uni est largement sorti en tête. Si Daniel Goa, président de l'UC, a appelé clairement à voter pour Louis Mapou, l'appareil de l'UC est lui beaucoup plus réticent. Pour le candidat Calédonie Ensemble, la mauvaise nouvelle vient d'Harold de Martine. Fort de plus de 15% des suffrages au premier tour, le maire de Païta n'appelle pas à voter Philippe Gomès. En revanche, Gilles Brial et Pascal Vittori privilégient l'union des loyalistes. À eux deux, ils avaient obtenu 16% des suffrages. Pour dimanche, les deux candidats espèrent une mobilisation de l'électorat, sachant que l'abstention avait dépassé les 62%. Nous nous retrouvons à présent donc pour ce débat sur la seconde circonscription à 3 jours des législatives. Philippe Gomès, bonsoir. Bonsoir. Louis Mapou, bonsoir. Bonsoir.
Le premier thème de ce débat qui est retransmis en direct, je le rappelle, sur Facebook Live est consacré à l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. Alors l'actualité nous a rattrapés dans ce débat. Les loyalistes ont annoncé cet après-midi un rassemblement des mouvements, une union en vue du référendum de 2018. Une question à vous, Louis Mapou. Comment percevez-vous cette union des loyalistes ? Comme quelque chose de très étonnant, d'étonnant même. Entre 2 tours, il y a 3 jours des élections législatives. J'ai ressenti ça comme donc un instinct important qui me rappelle malheureusement des moments que nous avons déjà passés où le regroupement qui est opéré par les responsables loyalistes finalement sont toujours concoctés d'une manière qui laisse à penser que la durabilité des contrats de ce type reste une question qu'il faudra surveiller de près. Philippe Gomès, une réponse. Cette union, elle est faite pour durer ou elle est faite juste pour une campagne en vue du référendum de novembre ? Louis Mapou démarre très fort en nous donnant très rapidement un certain nombre de leçons, alors que le FLNKS, depuis 15 ans, n'arrive pas à élire de président. Et quant au Congrès, ils sont pour le moins rares. Donc voilà, un petit peu d'humilité, Louis. En plus, dans votre culture, c'est important. Donc je crois que là, pour démarrer le débat, c'est nécessaire. On pourra en discuter. En ce qui nous concerne, nous, ce que nous avons fait cet après-midi, c'est pas un coup d'épée dans l'eau, c'est quelque chose d'important. C'est de dire que on a, à l'occasion de cette élection, 3 éléments majeurs. Une extrême division des non-indépendantistes, il faut le constater, la plus importante jamais connue. Une extrême abstention. 2 Calédoniens sur 3 n'ont pas voté. On ne peut pas ne pas le prendre en considération. Et puis une extrême confusion, puisque on voit que même des candidats non-indépendantistes appellent à voter pour des candidats indépendantistes, en l'espèce Harold Martin, pour Louis Mapou. Donc on ne peut pas ne pas prendre en compte cette situation. Et donc on a dit 2 choses. Première chose, il nous faut faire ensemble, les partis non-indépendantistes, une approche commune de 2018, en concertation entre nous d'abord, et ensuite dans le cadre d'un dialogue approfondi avec les indépendantistes. Donc c'est pour ça que cet après-midi, nous avons fait cet acte. C'est donc un acte fort. C'est pas évident entre nous parce qu'on a chacun notre sensibilité, nos divergences. La question n'est pas de renier la part d'âme du MPC, du Rassemblement ou de Calédonie Ensemble, mais la question est de faire ensemble un certain nombre de choses, parce que 2018, c'est une étape majeure, c'est une étape essentielle, et qu'on doit être à la hauteur des enjeux. Donc, il faut parfois mettre un mouchoir un petit peu sur nos différences et plutôt mettre en avant ce qui nous rassemble. C'est ce qu'on a fait. Louis Mapou, un commentaire là-dessus. Est-ce que finalement, on n'est pas déjà dans une campagne pré-référendum ? Je voudrais simplement indiquer aux députés que le FLKS existe depuis 1984. Il reste la maison commune des 4 principaux partis indépendantistes. C'est virtuel souvent. Oh non, je ne vous laisserai pas dire ça. Je crois qu'on a suffisamment montré par le passé, même y compris au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, à des moments importants. Vous le savez très bien, que nous étions prêts et nous étions capables de discuter, de parler d'une seule voix. Mais ce que je voudrais surtout m'inquiéter, c'est lorsque j'ai cette impression que finalement, c'est un petit peu pour me faire un barrage, pour empêcher un indépendantiste d'être à l'Assemblée nationale. Donc, je trouve ça un petit peu fort de café. Justement, Louis Mapou, on a entendu cette semaine, vous avez lancé comme un appel finalement à l'électorat non indépendantiste. Dans ces conditions, avec cette union annoncée, on ne sait pas si elle va durer, mais en tout cas, elle est annoncée des loyalistes, est-ce que votre appel sera entendu ? Ou est-ce qu'il va tomber finalement dans le vide ? Je note qu'il a déjà été entendu lors du premier tour, parce que sur beaucoup de communes non indépendantistes, on a enregistré quand même un résultat qui n'est pas inintéressant pour nous, qui montre qu'il y a une volonté d'aller de l'avant. Et je lance encore à nouveau un appel parce que j'ai du mal, je le dis aux députés, j'ai du mal à y voir dans ce qui a été fait cet après-midi quelque chose qui pourrait être précurseur de quelque chose de solide, parce qu'il y a eu le contrat de gouvernance en 2014. Ce sont pratiquement les mêmes raisons que vous avez évoquées à ce moment-là. Et après ça, c'est quand même nous, les indépendantistes, qui avons donné un coup de main pour que les institutions de la Nouvelle-Calédonie fonctionnent. Donc, échappe à l'instabilité. C'est pour ça que je m'étonne et ça me surprend. Je vais répondre aux accusations de Louis Mapou. Je vois pas. C'est pas des accusations, c'est une analyse que je fais. Une analyse pour le moins critique. Je vois pas ce qui peut déranger dans ce qui a été fait cet après-midi. Ce qui a été fait cet après-midi, c'est 2 choses. La première chose, c'est de dire, entre formations non indépendantistes à la veille de 2018, on doit se concerter entre nous pour avoir une approche commune de 2018.
Je trouve que c'est plutôt un acte de responsabilité, alors qu'on est aujourd'hui dans une extrême division qui, au contraire, est contre-productive dans la perspective de 2018. On a dit une deuxième chose, il faut qu'on noue un dialogue approfondi avec les indépendantistes dans le cadre de la préparation de 2018. Là aussi, je ne vois pas en quoi c'est quelque chose qui est dommageable ou quelque chose qui est critiquable. Et puis on a dit, enfin, attention, le référendum, il ne faut pas qu'il soit vécu comme une sanction par une partie de la population qui aspire à l'indépendance, qui ne la retrouvera pas dans les urnes en 2018. Et donc, faisons en sorte que ce référendum ne soit pas un obstacle sur lequel le pays se fracasse la tête, mais une nouvelle étape dans le vivre ensemble du pays. C'est ça qu'on a voulu dire les uns et les autres. Demain, donc, vous discutez avec qui ? Ce sont que des choses, Monsieur Mapou, je m'adresse directement à vous, ce sont que des choses très constructives qui ont été faites. Vous savez, il y a un vieux à Borindi, vous connaissez la région, qui m'a dit une chose formidable à l'occasion d'une rencontre au Conseil d'Air à Boulou-Paris. Il m'a dit, il faut que le pays sorte la tête haute du référendum. Il n'a pas parlé de Kanak et de non-Kanak ou d'indépendantistes et de non-indépendantistes. Il a parlé du pays. Mettez-vous dans cette perspective-là et vous verrez, on arrivera peut-être à sortir la tête haute du référendum. Monsieur Mapou, est-ce que là, finalement, on est dans une pré-campagne donc référendaire ? Qui discutera avec les indépendantistes demain ? Ça sera vous ? Ça sera Pierre Frogier ? Non, écoutez, je crois que vous n'avez pas totalement saisi l'importance des élections législatives. Je le regrette. Bien évidemment, on a l'impression qu'on est déjà sur le coup d'après. Le peuple calédonien, à l'occasion de cette élection, va légitimer une ligne politique. Le peuple calédonien va s'exprimer. Il va s'exprimer le 18 juin en disant dans les différentes lignes politiques qui existent, celles entre M. Dunoyer et Mme Baquès, qui ont débattu juste avant, entre M. Mapou et la mienne, quelle est celle qui a leur préférence. Et en l'espèce, c'est assez simple. On est aujourd'hui, je dirais, dans la deuxième circonscription, dans un débat qui est un débat hyper classique. J'ai devant moi Louis Mapou, ancien porte-parole du FLNKS, si je me souviens bien, à l'époque où il a été créé, qui était donc quelqu'un très engagé au moment des événements, qui pendant 30 ans a eu le parcours qu'on connaît, et qui aujourd'hui défend quelque chose de simple, c'est l'accession du pays à la pleine souveraineté. Mais vous, il n'y a pas si longtemps que ça, Monsieur Gomez. En ce qui nous concerne, nous, à Calédonie Ensemble, moi à Calédonie Ensemble, et de manière plus générale, les formations non indépendantistes avec lesquelles nous avons signé cet après-midi cette déclaration commune, nous sommes au contraire pour le maintien de la Nouvelle-Calédonie au sein de la République. On l'entend, M. Gomez. Voilà. Il n'y a pas si longtemps que ça, vous parliez de convergence avec les indépendantistes, de 90%. Que sont devenus ces 90% de convergence avec le monde indépendantiste ? Il faut juste avoir des raisonnements qui ne soient pas manichéens, qui ne soient pas caricaturaux, qui ne soient pas noirs et blancs. Vous savez, regardez toutes les couleurs qu'il y a sur ce plateau. Donc on peut avoir des nuances intellectuelles et des nuances politiques dans la manière d'aborder les choses. Donc en ce qui nous concerne, et ce que nous disons ensemble dans la plateforme commune que nous avons adoptée, c'est plus simplement Calédonie Ensemble. C'est ensemble que nous disons ça. Nous disons oui, un dialogue préalable avec les indépendantistes est nécessaire pour préparer 2018. Il ne s'agit pas d'aller au rapport de force électorale pour juste s'en tenir à une logique arithmétique. La logique arithmétique a sa place, c'est celle qui est prévue par l'accord de Nouméa, mais le dialogue doit avoir la sienne, c'est celle qui nous a permis de vivre en paix pendant 30 ans. La deuxième chose, nous, à Calédonie Ensemble, on dit, et ça c'est notre projet, que nous devons acter le socle de la communauté de destin. C'est-à-dire, c'est vachement simple, au bout du compte, c'est que ce dialogue, il doit nous permettre de dire ce sur quoi on est d'accord. Qu'est-ce qui nous unit entre Calédoniens, indépendamment de notre ethnie, indépendamment de notre sensibilité cette proposition ? Et ce qui nous unit entre Calédoniens doit être préalable. Et ensuite, une fois qu'on aura arrêté ce qui nous unit, on ira voter pour ou contre l'indépendance. On ira se diviser sur quelque chose. On a envie de vous entendre, Monsieur Mapou, sur ce socle de destin commun. On a signé de mettre en place. Qu'est devenu l'héritage finalement de Jacques Lafleur et de Jean-Marie Tjibaou. Ce qu'on essaie de préserver, c'est la paix. Vous êtes prêt à ce socle commun avant le référendum pour préparer moi, je suis surpris qu'on passe d'un trait les travaux que nous avons effectués depuis 3 ans, durant lesquels on a essayé de rechercher. Et pourquoi vous dites que je les efface d'un trait, M. Mapou ? Non, mais vous n'en avez pas parlé, donc c'est pour ça que je le rappelle. Je suis déjà coupé régulièrement, parce qu'en plus je parle des travaux, je ne vais pas y arriver. Je le rappelle, parce qu'on essaie de sortir de ce schéma manichéen que vous évoquez. Et effectivement, les travaux devaient nous permettre d'aller au-delà de cette espèce de schéma classique que vous évoquez, en recherchant à travers toutes les questions qui étaient soulevées, les meilleurs moyens, ou en tout cas les éléments de divergence et de convergence. Et je l'ai déjà dit lors du premier débat, nous sommes preneurs depuis très longtemps de la discussion sur l'avenir. Vous savez très bien pourquoi on n'a pas pu aller plus loin.
Non mais, M. Mapou, en ce qui me concerne, j'ai pas... Pouvez-vous être plus clair, s'il vous plaît, Louis Mapou, là-dessus? Non, mais ne faites pas un procès qui n'est pas un procès. Non, je ne fais pas de procès d'intention. Je dis simplement que... Calédonie Ensemble a participé à depuis l'origine. Vous êtes dans une configuration nouvelle, hein, c'est ce que vous nous indiquez ce soir, c'est la nouveauté. Donc, je fais le commentaire pour vous rassurer sur ce que nous avons bien enregistré, c'est que vous aviez eu de mal, durant les 2 dernières années, à vous entendre entre vous pour qu'on puisse en discuter. Ça peut arriver au sein du FLNKS, ça vous arrive aussi. Non. J'ai remarqué. En province Nord encore. Je vous rassure, en province Nord, même les vôtres votent avec nous. Donc, n'essayez pas de des projets d'intérêt général et de rééquilibrage, ce qui est normal. Tout le monde vote en province Nord. On ne met pas de la politique partisane là où elle ne doit pas avoir sa place. En province Sud où je siège avec vous, Dieu sait que les débats entre vous et ceux avec qui vous avez signé aujourd'hui sont très difficiles. Vif, et alors? Très difficiles souvent. Non, mais j'ai pas de souci avec ça. La démocratie, vous savez, c'est le débat. Il ne faut pas en avoir peur du débat. Ce que je veux dire, c'est que j'ai pas de souci avec ça. Ce que je veux dire surtout, c'est que nous avons travaillé pendant 2 ans là, donc je suis content de voir que vous ayez réussi à vous rassembler là, parce que ça nous permettrait, je l'avais soulevé, au premier débat, d'avoir des interlocuteurs en face. Et alors justement, M. Mapou, avec ces interlocuteurs, est-ce que... S'il vous plaît, moi je voudrais répondre, c'est très important ce qu'il vient de dire. Allez-y, après on non, mais pose c'est une très question. important ce qu'il vient de dire. Il vient de dire quelque chose de juste. Il vient de dire qu'on a travaillé, en réalité on a travaillé depuis 2010. Il ne faut pas le nier. Il y a eu un rapport, le rapport Courcial-Soukramanien, d'autres rapports rendus par des experts de droite et de gauche qui ont été sollicités sur le transfert des compétences régaliennes, la citoyenneté et le statut international. Nous avons aujourd'hui un ensemble de matériaux juridiques et politiques. La question, avec des propositions, c'est bien ça. C'est un ensemble de matériaux juridiques et politiques. Et donc la question qui se pose à nous, et c'est la démarche de Calédonie Ensemble que je défends, qui est une démarche non indépendantiste, qui est de dire scellons nos convergences. Scellons nos convergences sur quoi? Sur ce qu'on appelle le destin commun ou la communauté de destin. Nous avons des choses qui nous rassemblent, des valeurs, les valeurs calédoniennes, la charte des valeurs calédoniennes. Nous avons des institutions, personne, j'ai lu votre projet pour Kanaki. Je n'ai pas vu une remise en cause des institutions existantes. Donc les institutions nous rassemblent. Un consensus sur la mine et sur le foncier qui est à trouver. Voilà ce que nous devons sceller nos convergences sur le destin commun. Parce que ça nous réunit entre Calédoniens. Et puis ensuite, nous devrons assumer nos divergences sur l'indépendance. Vous, M. Mapou, vous voulez sortir de la République. Moi, je veux y rester. Il faut qu'on assume cette divergence-là. Alors justement, entre M. gens Mapou, qui respectent les convictions les uns des autres. Mapou, vous devez respecter vous êtes la mienne élu et je respecte député la vôtre. demain, vous allez défendre la voie d'indépendance. Vous serez le chantre d'une indépendance association, comme souhaité par Paul Néautine dans un livre d'entretien en 2009. Oui, non, mais je ne veux pas rentrer dans des schémas ou dans des concepts. Je rappelle simplement que l'indépendance association, depuis 1995, est quelque chose qui est inscrit dans la Constitution française, alors qu'il n'existait pas auparavant. C'est une disposition de la Constitution. Mais je voudrais dire directement au député que la charte des valeurs, nous sommes preneurs. Je voudrais bien qu'on en discute. Il n'y a pas de souci. Vous vous rappelez que nous étions pratiquement les seuls à intervenir sur cette question lors d'un groupe de travail. Pour évoquer... Ni j'affirme, ni je confirme. Non, mais voilà. Deuxième chose, je vous écoute. Deuxième chose, sur la question minière, on est attentif, on est toujours... On discute. Mais on est toujours preneur d'une discussion. Voilà. Mais j'ai l'impression que les difficultés ne sont pas chez nous. Ils sont plutôt du côté de ceux avec qui vous êtes aujourd'hui. Bon, j'enregistre. Vous plaisantez. Quand j'ai vu les différences en matière de politique d'exportation entre l'UC et le Palika, vous allez m'expliquer où sont vos convergences. Non, donc, mais attendez. Ne jetez pas sur le front sur celui qui est en face de vous. Non, mais sur le fond. Regardez d'abord chez vous. Vous savez, c'est l'histoire de la paille qu'on a dans son œil. Non, mais sur le fond, vous nous avez rejoint sur les 51%. Vous aimeriez bien aller plus loin, discuter un petit peu plus loin. Et c'est chez vous qu'il y a une difficulté, c'est pas chez nous. Non, troisième chose, la question foncière, on pourra toujours en discuter. Sur le système institutionnel, on pourra toujours en discuter. Mais ce que je veux dire surtout, c'est que vous refusez d'emblée d'échanger sur la question des compétences régaliennes. C'est une position de principe. Oui, c'est une position de principe parce que ça tient à la souveraineté. Non, mais attendez. Et que nous ne pour voulons vous, pas... c'est non négociable. En même temps, non, mais je suis bien d'accord avec ce que vous dites. En même temps, dans le rapport qui a été fait sur les divergences et les convergences, vous conviendrez avec moi qu'il y a des choses qui ont été évoquées dans le rapport qui a été rendu. Sous l'autorité des experts. Je n'ai pas de souci avec ça non plus. Mais qu'il laisse entendre qu'on pourrait échanger dessus. Pourquoi, dans les propositions que vous faites, vous n'évoquez pas ce sujet? C'est un sujet encore un peu tabou, finalement? Non, il n'y a pas de sujet tabou. Non, mais je souhaite que le débat soit clair pour les Calédoniens. On peut sortir de ça. Je ne souhaite pas que les Calédoniens sortent de ce débat avec l'esprit embrouillé. Louis Mapou défend une position qui est respectable. On est en démocratie, en république, liberté d'opinion, liberté d'expression, et il a le droit de défendre les convictions qui sont les siennes, qui correspondent à un parcours initié de longue date.
Il dit « je veux que la Nouvelle-Calédonie accède à l'indépendance » et dans cette indépendance, il y a le transfert des compétences régaliennes de l'État à la Nouvelle-Calédonie. Moi, je dis le transfert des compétences régaliennes de l'État à la Nouvelle-Calédonie, c'est non. Parce que la compétence régalienne, c'est l'armée, la défense, c'est les forces de l'ordre, police, gendarmerie, c'est la justice, ce sont les relations étrangères, c'est la monnaie. Ces compétences-là sont des compétences qui constituent la substance même de la souveraineté d'un État. Elles doivent rester dans les mains de la France. Un point où on peut se rassembler entre Calédoniens, c'est quoi? C'est la calédonisation des emplois des compétences régaliennes. Aujourd'hui, nous avons insuffisamment de Calédoniens. Justement, il en faudrait beaucoup plus. Dans la gendarmerie, insuffisamment de Calédoniens dans la justice, insuffisamment de Calédoniens dans l'armée. Donc oui, par voilà un point de convergence, calédonisons davantage au travers de plans pluriannuels. Est-ce que ça suffira pour aller plus loin ensuite pour régler la question? Mais ça ne règle pas la question. Il a sa conviction, j'ai la mienne. Non, mais on a une convergence, la calédonisation des emplois. Ce que je dis simplement, c'est que la question de la souveraineté, qui fait tant peur que ça. Mais elle fait peur à juste raison dans le monde d'aujourd'hui, Monsieur Mapou. Une petite île comme la nôtre, perdue toute seule, on serait colonisé du jour au lendemain par la Chine. Non, mais on peut en discuter. Vous le savez bien. Vous savez, Gérard Larcher a même dit, lui... Monsieur Gomez, vous laissez parler, s'il vous plaît. Monsieur Mapou. Non, mais attendez, on peut citer des tas de gens qui disent que l'avenir, c'est dans le Pacifique et qu'il faut que la Nouvelle-Calédonie s'inscrive dans une relation beaucoup plus approfondie avec le bassin pacifique. C'est une question. Non, mais ça, c'est bien. Voilà. Mais nous, on était favorables. Vous avez plaidé comme nous auparavant. On a plaidé pour que au Forum des îles du Pacifique. On est quand même à l'origine de ça. Donc nous, on est pour l'intégration régionale. Oui. Mais l'intégration régionale ne signifie pas souveraineté politique. Si vous permettez, je voudrais... Allez-y, mais très rapidement. Ne me dites pas très rapidement dès le début du débat, parce que pendant tout le débat, on a fait très rapidement. Vous êtes en avance. Non, mais je voudrais un point. Je voudrais dire à M. Mapou la chose suivante. J'ai lu attentivement tous ces documents de campagne. C'est très important. Savoir quelle est la pensée des indépendantistes et comment ils envisagent Kanaki au lendemain de 2018. Kanaki Nouvelle-Calédonie. Kanaki Nouvelle-Calédonie, j'ai vu que vous aviez proposé ce nom-là. Très bien. Moi, je dis la chose suivante. L'ONU, dans la décolonisation, ne considère pas que l'indépendance est la seule porte de sortie pour une décolonisation aboutie. L'ONU dit, et vous le savez, M. Mapou, qu'il y a 4 portes de sortie possibles, 3 qui ont été adoptées en 1960, on reste dans la puissance de tutelle, l'État associé, et puis une autre qui a été adoptée en 1970, c'est-à-dire tout statut que la Nouvelle-Calédonie pourrait se donner. Donc la manière dont vous présentez les choses, et c'est ça que je conteste, c'est que vous dites l'accession à l'indépendance est la seule manière d'arriver au bout de la décolonisation. Et moi je vous dis non, on peut tout à fait se décoloniser et au bout du compte rester au sein de la République. On entend les points de vue, M. Gomez, très rapidement, parce qu'il faudrait qu'on avance un tout petit peu dans le débat, s'il vous plaît. Je vais pousser plus loin la discussion avec vous sur ce sujet. Allons-y. Soukramania et M. Courcial, ils ont été plus loin sur la base des discussions qu'ils ont eues avec les uns et les autres. Et ils ont été même jusqu'à dire qu'il y a 4 possibilités qui sont offertes. Exact. Et donc, c'est cette base-là. L'ONU, c'est l'ONU, on est bien d'accord. Mais sur la base des échanges qu'ils ont eus avec les responsables politiques locaux, eux, ils en arrivent à en déduire. Ces 4. C'est cette base-là qu'on propose qu'on discute. Ce que je vous reproche, c'est que vous en faites une position de principe, alors que nous souhaitons rentrer dans la discussion sur chaque compétence régalienne. C'est ça le problème que nous avons aujourd'hui. Alors, on sent bien... afficher 3 thèmes sur lesquels je suis d'accord. Messieurs. Mais 3 thèmes sur lesquels nous avons déjà la pleine responsabilité, que nous pouvons déjà en discuter tous les jours. Messieurs, on sent bien qu'il y a encore donc un fossé, même s'il y a certaines convergences. La question en fait foncière est importante aussi ici en termes de développement économique. Elle est capitale. Elle est capitale. Quel est le rôle que peut jouer un député de la seconde circonscription pour aider au développement économique sur terre coutumière ou sur terre privée? Louis Mapou d'abord, s'il vous plaît. Un député, il pourra soutenir, par exemple, des dossiers de défiscalisation. Il est un peu démuni. Des dossiers de défiscalisation, par exemple. De Philippe Gomez. Mais un député ne fera pas grand-chose sur la question parce que tout ça relève de la Nouvelle-Calédonie. Par contre, nous avons une discussion à faire. Oui. Sur le transfert de l'ANDRAF à la Nouvelle-Calédonie. C'est le dernier des derniers transferts. Mais parce que les discussions que nous avons commencées et qui ont débouché sur une définition des principales missions qui accompagnerait le transfert de l'ANDRAF, on n'a pas réussi à le faire aboutir. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à en discuter au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. On n'arrive pas. Donc, nous, on est preneurs de cette discussion. On pense que nous avons trouvé un consensus, sauf certains groupes qui sont avec vous aujourd'hui. Donc, moi, je serai preneur d'une discussion sur ce sujet parce que là,
C'est véritablement une question qu'un député peut... Et vous êtes prêt à dialoguer là-dessus? On sait que vous avez travaillé beaucoup. Enfin, voilà, c'est ça, on a tout à fait travaillé sur le sujet. Je souhaite répondre sur le sujet à M. Mapou. Un député peut faire quelque chose. La loi organique prévoit que l'État participe au financement du fonds de garantie pour les terres coutumières, ce qui n'a jamais été fait. En simple, pour le téléspectateur, ça veut dire quoi? Quand on construit quelque chose, le fonds de garantie pour les terres coutumières est un fonds qui permet d'adosser un certain nombre de financements auprès des établissements financiers qui, autrement, ne financerait pas les projets sur terre coutumière. L'État doit contribuer à ce fonds, c'est prévu par la loi organique, il ne l'a jamais fait. Donc le premier rôle d'un député, c'est d'aller taper à la porte de l'État en disant « Mon capitaine, tu as oublié d'apporter ton obol à ce fonds et c'est important. » Et là, vous seriez d'accord là-dessus. Réussi à le faire jusque-là. Le transfert de la DRAF. Deuxième sujet, le transfert de la DRAF capital. Pour nous, la DRAF ne peut être transférée qu'à partir du moment où ses missions sont complètement révisées. On est sur un sujet majeur en ce qui concerne le foncier. On a 40 années de redistribution foncière. Ces 40 années de redistribution foncière, M. Mapou les connaît parfaitement. Il a été très longtemps... de la DRAF. Pas président, mais directeur de la DRAF. Après vous. Oui. Non, bon, après d'autres. Monsieur Mapou, sur la DRAF, racontez-nous comment vous pourriez accompagner. Je rappelle que vous êtes très en avance. C'est très gênant parce que les Calédoniens n'y comprennent strictement rien. Alors très rapidement, parce que vous prenez beaucoup de temps. Non, mais très rapidement, ça ne peut pas être très rapidement. On aborde les sujets, abordons-les sérieusement. Il y a 150 000 hectares de terres qui ont été redistribués au cours des 40 dernières années au profit des clans. Le lien à la terre a donc été très largement rétabli dans le pays. On a aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie, et peu de gens le savent, au total 500 000 hectares de terres coutumières pour 280 000 hectares de terres privées. Lorsqu'on intègre la province des îles. Ce qui veut dire quoi? C'est une réserve aujourd'hui, intégrale. Tout le développement économique du pays ne porte quasiment que sur les terres privées. L'enjeu de l'avenir, M. Mapou, et vous le savez, qu'on soit indépendantiste ou pas, c'est le développement économique sur terre coutumière. Ça ne veut pas dire nier le lien culturel, bien sûr qu'il structure la civilisation kanak, mais ça veut dire asseoir aussi le développement sur une partie du pays qui est aujourd'hui stérile, improductive en termes de développement économique. M. Mapou, deuxième chose, mission à la DRAF, si vous permettez, c'est l'attribution de terres aux jeunes. C'est indispensable. On est aujourd'hui avec un coût du foncier, hormis dans le cas de coutumier, qui ne permet plus à la jeune génération d'accéder à la terre. Et ça, il faut que la DRAF permette à cette jeune génération, elle aussi, de pouvoir, le cas échéant, s'engager dans le développement agricole. Alors, dernier sujet, j'en terminerai là, sécurisation des terres privées. On n'a plus aujourd'hui beaucoup de revendications, mais il y en a certaines quand même qui subsistent parfois en dehors des clans contre les autorités coutumières. On ne peut plus avoir d'épée de Damoclès sur les terres privées dans notre pays. Il faut qu'elles soient sécurisées de manière définitive. Voilà le consensus que nous, on souhaite trouver. On va laisser donc maintenant la parole à M. Mapou sur ces points abordés, sécurisation des terres privées, développement notamment des projets économiques sur les terres coutumières. On le sait, il y a des tentatives. Est-ce qu'il y a des choses qui réussissent, on pense au GDPL Baco. Est-ce qu'il y a vraiment à impulser là-dessus, sur ce développement économique en terres coutumières? Alors, je voudrais déjà dire que depuis 1986, au plus fort de la revendication foncière, le mouvement s'était déjà prononcé au profit des 3 types de fonciers en Nouvelle-Calédonie. Oui, c'est exact. Donc, nous l'avons rappelé lors des négociations des accords de Nouméa et dans notre projet pour l'avenir, nous les reconfirmons. Donc, je voudrais dire que c'est une position de fond, contrairement à ce qu'on peut penser. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que la sécurité foncière, il faut la traiter comme un thème qui est valable pour l'ensemble du foncier. Parce que, y compris sur terre coutumière, la question de la sécurisation foncière se pose aussi, pas pour les mêmes raisons. Pas pour les mêmes raisons. Mais du point de vue du développement économique, lorsqu'il faut garantir un développement sur terre coutumière, il faut aussi sécuriser tout le processus. Donc, nous, contrairement à ce que peut laisser entendre votre proposition qui consiste à sécuriser simplement les terres privées, que je comprends, donc nous voulons aborder ça comme un processus qui doit être global. Troisième chose, c'est que sur l'avenir, sur les revendications foncières, j'ai fait des réunions partout sur la côte ouest. Je sais. Et vous connaissez le sujet. Avec beaucoup de gens chez vous. Je sais. Ils ont dû vous dire qu'est-ce que je leur ai dit. Je sais. Et que je redis ce soir. Alors que leur dites-vous? Je leur ai dit pour les téléspectateurs. Il faudra qu'on en rediscute. Le lien à la terre et le lien au pays, bien sûr, il est attaché à l'histoire que les uns et les autres, que le peuple premier, que les différentes migrations successives ont avec cette terre. Mais nous devons, dans le cadre
de cette nouvelle étape qui s'ouvre, rediscuter de la manière dont nous traitons cette question foncière, mais on ne peut pas d'un trait comme ça dire la revendication elle est terminée. L'histoire de la Nouvelle-Calédonie, elle est celle-là. Donc ce que j'ai dit aux uns et aux autres, et au nom du mouvement, c'est que nous allons rediscuter commune par commune, région par région, avec les autorités coutumières, etc., pour revoir complètement. Et je le redis, sans entourloupe sur la question, c'est que les Kanaks devront intégrer que dans le cadre de l'accession du pays à la pleine souveraineté kanake, il n'y a plus d'État colonial. Et de fait, vous pensez que ce message sera compris, accepté, qu'on pourra avancer? Je n'ai pas de souci avec ça, on l'a dit partout, et puis c'est la réalité. Il n'y aura plus d'État colonial, donc il faudra bien que ces catégories de population qui sont attachées à la Nouvelle-Calédonie, revoient entre eux comment. Et les gens savent. Il y a beaucoup de non-Kanaks ou de Calédoniens qui sont propriétaires privés, qui ont un ancêtre qui est Kanak. Donc ce lien-là, il faut le ressusciter pour qu'il revienne au fondement du vivre ensemble de demain. Et nous avons dit que nous étions prêts, parce que la demande nous a été faite. On discute de la question avant le référendum. Très bien. De ton détermination. Et on a dit, on verra de la meilleure manière comment on peut en discuter. Mais il faut sortir de ce verrou que constitue l'ANDRAF aujourd'hui, qui fait qu'on a du mal à aller plus loin parce que tout le monde reste attaché à un établissement qui a du mal à... Si vous le permettez, un ultime mot sur le foncier, parce que c'est un sujet qui reste important, qui est au cœur des évolutions politiques de notre pays. On ne peut pas, de manière sempiternelle, laisser une épée de Damoclès au-dessus des terres privées dans le pays. On ne réparera pas tous les préjudices de la colonisation. C'est impossible. La page blanche qu'on retrouverait comme avant la prise de possession est inenvisageable. Donc à un moment, il faut que collectivement, on arrive, et je comprends ce que vous venez de dire, mais il faut que collectivement, on arrive à faire une forme de deuil de ce qui s'est passé, des rattrapages qu'on a pu effectuer, d'un certain nombre d'injustices qui ont été réparées, mais qu'on s'arrête là et qu'on n'aille pas plus loin. C'est indispensable. C'est indispensable parce qu'une part, aujourd'hui, des terres privées continue d'une manière ou d'une autre à être mise en cause dans leur titre de propriété. Vous le savez comme moi, monsieur Mapou, tous les Calédoniens, Kanaks ou non Kanaks, ont de la terre qui circule dans les veines. Ce n'est pas du lien culturel, mais ça ressemble partout à du lien culturel, au-delà de la mise en valeur économique. C'est une part de l'ADN de notre pays, c'est une part des valeurs de notre pays. Et donc il faut que, aujourd'hui, on arrive à mettre un terme à la procédure. Alors on ne peut pas dire du jour au lendemain, stop, mais il va falloir quand même trouver un consensus pour qu'un certain nombre de choses qui se passent aujourd'hui sur le terrain ne se reproduisent pas. Une autre question, on sent que cette question foncière, elle est riche, elle tient à vous deux finalement, aux deux parties. Sur la question du rééquilibrage, sur la formation des femmes et des hommes, on a formé environ 1500 femmes et hommes en 25 ans. Est-ce que c'est suffisant et est-ce qu'il ne faut pas aussi penser à peut-être former plus d'avocats, de magistrats, de médecins issus de la Nouvelle-Calédonie, qu'ils soient Kanaks ou non Kanaks finalement? Est-ce que vous seriez d'accord là-dessus? Moi, je crois qu'on est d'accord depuis 30 ans. Donc on n'a pas besoin de se retrouver pour ce plateau pour le dire. Depuis les accords de Matignon... 573 ans, 20 ans. Depuis 30 ans, pourquoi je dis? Parce que depuis les accords de Matignon et la création de l'opération Cadre Avenir, ensuite de 404 d'abord et de Cadre Avenir ensuite, l'idée a bien été de financer de manière puissante la formation de cadres calédoniens susceptibles d'exercer des responsabilités dans les administrations, dans les entreprises. Pour certains, ils ont même fini en politique. C'est dire à quel point la pépinière a été utile. Est-ce qu'on est arrivé au bout de l'exercice? Sûrement pas. On s'aperçoit que dans beaucoup d'entreprises, dans beaucoup d'administrations, dans un certain nombre d'industries métallurgiques, je pense à l'encadrement de la SLN et ailleurs, on trouve aujourd'hui insuffisamment de cadres calédoniens. Dans le domaine de la justice, on a moins de juges calédoniens aujourd'hui qu'on en avait il y a 20 ans. On a moins de greffiers calédoniens qu'on en avait il y a 20 ans. Donc il faut qu'on prospère dans ces domaines-là et qu'on poursuive le travail qui est engagé. Il est loin d'être terminé, il est loin d'être fini. S'il vous plaît. Est-ce qu'il y a des priorités en termes d'emploi où vous voyez finalement où doit être mis ce curseur? Oh, mais moi j'ai surtout peur que nous n'y arrivions pas dans la situation actuelle. Les références qui sont demandées pour accéder aux différents niveaux de formation que vous évoquez sont trop élevées. Par rapport au niveau de formation que beaucoup de gosses... Je suis en désaccord total avec Sylvain. Et donc, il faut qu'on revoie le système, la procédure d'instruction des dossiers pour qu'on voit comment... Parce que ce n'est pas aux jeunes candidats de s'élever et d'avoir un niveau qui soit
finalement universel. On n'y est toujours pas arrivé. Mais est-ce qu'on ne peut pas y arriver? Ça prendra peut-être du temps. Il faut bien quand même qu'on constate que dans certains domaines, on a du mal. C'est quand même le résultat. Est-ce que pour autant, il faut abaisser le niveau? Non, je ne dis pas ça. Je ne dis pas ça. Je dis simplement que... Avoir des répercussions sur l'ensemble. Il faut qu'on regarde comment la procédure d'instruction des dossiers, comment les filières sont organisées de telle manière que les uns et les autres puissent y accéder. Ça devient trop élitiste, j'ai peur. Non, alors sur le sujet... Merci. On est à 30 secondes. Des accords complets. On l'entend. Non, mais je l'explique. On l'entend, mais on n'a plus de 30 secondes, là. Pas suffisant, il faut que je l'argumente, ce désaccord. Mais alors, en 30 secondes. Il est hors de question, parce que justement, on n'arrive pas aujourd'hui à occuper un certain nombre de postes, de baisser la barre de façon à y arriver. Ce serait exactement le chemin vers un pays cocotier, qu'en tout état de cause, en ce qui me concerne, en ce qui concerne la sensibilité indépendante, non indépendantiste, nous y sommes totalement opposés. On y arrive dès lors qu'on en a la volonté, dès lors qu'on prépare les talents nécessaires, et les talents dans le pays, ils existent. On vient de voir récemment 2 avocats calédoniens d'origine kanak, c'est la première fois dans l'histoire du pays. Depuis combien d'années, monsieur oui, mais attention. Depuis combien d'années, oui, mais monsieur Mapou, c'est pas comme Kanaki, il suffit pas de parler juste. C'est pas comme ça qu'on forme toute une génération. Pour former un peuple, et je parle du peuple calédonien, kanak et non kanak, il faudra probablement une génération supplémentaire pour que nous puissions occuper tous les emplois. Je vous dis, monsieur Mapou, nous avons encore 6 minutes pour ce débat. Professeurs qui sont 2 fois 2, c'est-à-dire dont les postes sont occupés par des métropolitains. Donc on doit continuer l'effort engagé. Je tiens autant que vous. Ah, c'est très important. Des fois, j'ai l'impression que vous donnez rapidement, s'il vous plaît. Vous ne me ferez pas dire ce que je n'ai pas dit. Vous avez commencé à le dire quand même. Vous, à ce que la formation des cadres de chez nous soit de bon niveau. Et elle l'est. Mais vous devez convenir avec moi que sur un certain nombre de formations, nous n'avons pas atteint les objectifs que nous nous sommes fixés. Oui. Et c'est sur cette base-là que je dis que sûrement, il faudra qu'on regarde comment on permet aux uns et aux autres de pouvoir accéder à ces filières. Merci à vous. On clôt, s'il vous plaît. Il y a des métiers qui n'attirent pas les Calédoniens. Tous les métiers relatifs éducateurs spécialisés. Merci à vous, monsieur Gomez. On n'a pas de... On entend... Donc il y a aussi le goût d'un peuple. On a entendu les désaccords. On va continuer parce que... Vous savez... Monsieur Mapou, c'est maintenant la dernière ligne droite de ce débat. Place aux questions. Il faut accéder à l'indépendance pour qu'on puisse faire mieux, je crois. Messieurs, s'il vous plaît. On évite de faire des bêtises, il ne faut surtout pas y accéder. Oui. Place maintenant aux questions en rafale. Vous avez 5 minutes. Et attention, réponse très courte, top chrono. Au Palais Bourbon, pourriez-vous défendre un projet de loi sur le redécoupage de la seconde circonscription? J'attendais que le député sortant le défende, mais il ne l'a pas fait, donc moi je vais le défendre. Non, moi je mais comme on accède à Kanaki, Nouvelle-Calédonie à partir de 2018. Moi je défendrai la division par 2 du nombre de députés, la division par 2 du nombre de sénateurs. Il y a quasiment 1000 parlementaires dans la République française, il y en a 2 fois trop. Avec 500 parlementaires, on ferait aujourd'hui le même travail et ça coûterait moins cher. Donc je soutiendrai le projet de loi qui sera déposé dans ce sens-là. Pour ou contre la désindexation des salaires après 2018? Je crois qu'il y a des tabous qu'il faut lever. L'indexation en fait partie, la dévaluation en fait partie. Je crois qu'il y a des bêtises qu'il ne faut pas faire. Désindexer est une bêtise, dévaluer est une bêtise. Ce n'est pas en étant plus pauvre qu'au total on vivra mieux. Et là, la logique indépendantiste, c'est bien une logique qui est, à mon sens, complètement pervertie. C'est-à-dire au total, comme on ne va pas avoir les moyens de financer les responsabilités qui vont être les nôtres, il faudrait qu'on dévalue et qu'on s'appauvrisse pour... pouvoir les assumer. Donc les je suis tout à fait contre cette idée-là qui est une idée fausse. On entend. Louis Mapou, Harold Martin annonce finalement qu'il préfère vous voir, vous, à l'Assemblée nationale, plutôt que Philippe Gomez. Parce que tous les deux sont pas État. Est-ce que vous acceptez ce soutien? Non, je n'ai pas accepté ou à le contredire. Ce que je dis simplement, c'est qu'il y a une telle animosité contre le député sortant que j'ai du mal à comprendre. Oui. Pourtant, je les connais bien en plus. Oui, c'est bon. Depuis 2004, je les côtoie et en plus dans des moments importants de l'évolution politique. Donc, j'ai du mal à saisir. Mais donc voilà. Mais un indépendantiste. Vous acceptez ou vous acceptez pas alors? Non, mais je n'ai pas accepté ou pas. Voilà. De toute façon, il n'a pas dit qu'il me soutient. Non, il a dit je préfère voir Louis Mapou, un indépendantiste dur à l'Assemblée nationale, et il a rajouté, on a eu Roch Pidgeot, on n'a pas été malade pour autant. Donc vous voyez, non, c'est quand même... Non mais c'est bien que vous ayez réussi à convaincre Harold Martin de trahir la Calédonie française. C'est quand même pas mal. Je vous félicite, monsieur Mapou. C'est Harold Martin qui dit qu'il préfère un indépendantiste pur et dur